Le manhwa commence en nous montrant un pavillon à l'intérieur de Murim. Un homme commence à parler, c'est le Bouddha vivant nommé Maître Musan, demandant à quelqu'un ce qu'il veut savoir sur Yonyo. La personne répond que c'est exact, et qu'elle compile des documents pour relater son histoire. Musan rit, disant que Yonyo, le maréchal radiant souverain, était un homme très bienveillant et droit, et que le Bouddha a dû l'envoyer parmi eux. L'historienne dit que c'est bien ce qu'elle pensait, se demandant comment il était dans sa vie de tous les jours. Musan commence à trembler, parlant de son comportement quotidien et de son apparence, mais dit qu'il n'en peut plus, et il a l'air énervé. L'historienne demande de quoi il parle et pourquoi il jure en tant que bouddhiste. Puis ça saute. L'historienne se fait expulser du clan Pyong par l'aîné suprême du clan nommé Pyong Dojuk, disant qu'il en a marre d'entendre le nom de Yonyo. C'est toujours à cause de lui. Il se demande pourquoi l'historienne est même là, disant à ses hommes d'apporter un sac de sel à éparpiller pour éloigner le fantôme. Nous en apprenons davantage sur Yono, le maréchal radiant souverain. C'est une figure légendaire qui a mis fin à l'ère du chaos, un vrai gentleman et un grand homme, et un guerrier chevaleresque renommé dont on parle souvent à travers le monde. Certains l'appellent le plus grand de tous les temps, et d'autres le plus grand guerrier chevaleresque. Mais elle ne sait pas pourquoi chaque personne évite de parler de lui. Et en tant qu'historienne, il est de son devoir de documenter même les aspects cachés de l'histoire. Aujourd'hui, elle pourrait enfin découvrir la raison. Alors qu'elle se dirige vers la secte des mendiants, elle parle au chien fou divin, qui se moque d'elle parce qu'elle s'est fait chasser de Shaolin et du clan Pin. L'historienne dit que les réactions de tout le monde étaient à peu près les mêmes partout où elle allait. Dès qu'elle prononçait le nom de Yonyo, ils la traitaient tous durement. Le chien fou dit, bien sûr, qu'il réagirait comme ça. Elle demande ce qu'il veut dire, et il commence à l'expliquer. Nous avons un flashback à il y a 100 ans à Guangdong, plus précisément au clan Y, et qu'il était la pire espèce de personne. Et alors qu'on le voit allongé sur son lit, il dit qu'il veut devenir le plus fort. Et ce n'était que lorsqu'il avait 12 ans. Il était une fois un garçon qui rêvait de devenir le plus grand sous les cieux. Né dans un clan martial, il a été élevé en apprenant la chevalerie des guerriers. Pour cette raison, il connaissait déjà le chemin le plus rapide vers le sommet, et ce chemin n'était rien d'autre qu'un effort acharné. Et il dit que peu importe son talent, rien ne vient sans effort, et l'effort est le seul vrai chemin à suivre. Mais même s'il savait tout ça, il y avait un petit problème. Il regarde par la fenêtre, voyant le soleil déjà couchant, disant qu'il est trop tard pour commencer. Il se redresse, jette un autre coup d'œil à l'extérieur, puis commence à se retourner, se rallongeant sur le côté. Il dit que c'est bien dommage, car aujourd'hui était censé être le jour où il jetterait les bases pour devenir le meilleur. Et puis il dit qu'il dormira bien ce soir et qu'il s'entraînera demain. Quelqu'un entre dans sa chambre et commence à s'approcher de lui disant de se lever. Yonyo ne réagit pas, et le gars crie, lui disant de se réveiller, bordel. Yonyo se réveille, demandant ce qui l'amène ici. Et c'est son père, le patriarche du clan, et l'épéiste chevaleresque juste nommé Jangan, lui demandant s'il sait quelle heure il est. Yonyo dit qu'il a vu le soleil, et Jangan lui demande pourquoi il est encore allongé dans son lit. Il dit que c'est parce que le soleil se couche. Jangan demande combien de temps il est resté enfermé dans sa chambre. Yonyo dit peut-être 2 ou 3 jours, mais il pense que c'est 2. Son père dit que ça fait déjà 4 jours, et qu'il se roule en boule dans une couverture depuis 4 jours, bordel. Disant que son dos doit sûrement lui faire mal à force de rester allongé aussi longtemps, même un ours se retournerait de sueur après 3 jours. Yonyo rit, disant que c'est pourquoi il se lève de temps en temps, et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Son père se met en colère, et Yonyo s'en rend compte et lui dit qu'il a vraiment essayé de s'entraîner. Son père demande comment ça s'est passé, mais Yonyo dit que chaque fois qu'il ouvrait les yeux, le soleil était déjà couché. Son père demande pourquoi c'est important, et Yonyo dit que quand le soleil se couche, il faut dormir. Comme ça, il peut se lever tôt le lendemain pour s'entraîner. Son père retourne tout son lit, le ramasse, et commence à lui crier dessus, disant qu'il va corriger son attitude pourrie aujourd'hui, et qu'il va ensuite le remettre dans le droit chemin pour de bon. De retour dans le bureau de Jangan, il est frustré. L'administrateur nommé Joe Bang demande si c'est encore à propos du deuxième jeune maître. Jangan demande de qui d'autre il pourrait s'inquiéter, et Bang lui dit de ne pas s'inquiéter, car il mûrira bien assez tôt. Jangan soupire, disant que c'est de sa faute. Il est parti en pèlerinage de duel martial l'année où Yonyo a eu 2 ans, laissant sa femme Ansan-a, son fils aîné Sano, Yonyo, et ensuite leur enfant à naître, Sarian. À ce moment-là, il pensait que le voyage n'allait durer que 2 ans au maximum. Cependant, il a été pris dans divers incidents, et ce n'est que 8 ans plus tard qu'il a pu revenir, et tout le clan l'a accueilli. Et bien qu'il ait obtenu le titre honorifique d'épéiste chevaleresque juste, ce qu'il a perdu était bien trop grand. Quand il est revenu, sa femme autrefois douce était devenue plus féroce qu'un tigre, disant que 8 ans, c'est bien trop long. Et son fils bien-aimé, dont il pensait qu'il ne poserait aucun problème, s'était transformé en un sacré paresseux. Jangan expire, plein de stress, et Bang lui dit de ne pas s'inquiéter, car il devrait y avoir un moyen. Jangan demande comment, et Bang dit qu'il n'a sûrement pas oublié qu'il reviendra bientôt. Jangan demande de quoi il parle,
puis réalise qu'il parle de son fils. Bang dit qu'après 3 ans, il sera enfin de retour de l'académie. Jang rit, disant que Yonhyo va en voir de toutes les couleurs, car il n'y a qu'une seule personne dont il a vraiment peur. De retour à Yonjo qui a des frissons, il se retourne, se demandant ce que c'est, pour voir que c'est son frère Sano, qui le regarde fixement. Sano demande combien de temps il a dormi, et Yonjo se demande juste combien de temps il est resté là. Son dit qu'il a demandé en premier, et Yonjo réalise qu'il ne peut pas mentir, mais est très nerveux. Et Son continue juste à le regarder fixement. Yonjo dit que ce n'est pas ce qu'il croit. Il s'est entraîné tôt ce matin, et il s'est entraîné très dur, et il a juste fait une sieste parce qu'il était fatigué. Il se demande juste quand son frère est revenu par contre. Son demande s'il s'est vraiment entraîné, et Yonhyo dit que oui. Son frère lui dit alors d'utiliser une technique pour couper cette bougie en deux, et il veut voir à quel point il s'est amélioré au cours de ces 3 années. Yonjo se lève et tient son épée, et Sano lui dit d'y aller, se demandant ce qu'il attend. Yonjo dit qu'ils sont à l'intérieur, et que ça pourrait être dangereux. Mais San dit qu'il s'occupera de tout ça. Il a juste besoin de lui montrer ce qu'il a dans le ventre. Yonhyo dit d'accord, et décide de le faire, disant que c'est parti. Il commence à faire tournoyer son épée, et la pointe vers l'avant en direction de la bougie. Il attend une seconde avant de foncer, exécutant un tas de techniques d'épée tout en traversant la pièce. Et son frère a l'air surpris quand Yonhyo utilise une technique appelée le dragon planant. Il frappe, atterrissant bien au-delà de la bougie. Il se retourne, se demandant s'il a réussi, mais voit qu'il ne l'a pas du tout abîmé. Et il dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il ait fait tout ça pour rien. Et San dit que ça fait 3 ans, et que c'est suffisant pour maîtriser une technique d'épée et passer à une autre. Mais dans son cas, il semble qu'il soit devenu bien pire qu'il ne l'était il y a 3 ans, et il s'en va. Plus tard ce soir-là, au dîner, on les voit tous assis autour d'une table. Yonhyo dit qu'il va avoir une indigestion, et il en est sûr. Jangen demande comment est l'académie, et Sono dit que ça va. Son père se demande s'il a eu des difficultés, et il dit que s'il n'y avait pas de difficultés, ce ne serait pas un entraînement, et il croit qu'elles sont essentielles pour se surpasser. Jangan, fier de son fils, dit qu'il a beaucoup souffert en son absence. Mais Sango dit que c'est lui qui a eu le plus dur en étant parti si longtemps. Jangan demande s'il a eu d'autres problèmes, et Sango pose ses baguettes, disant qu'il y en a un assez gros. Sa mère, San-a, se demande ce qui ne va pas, et il dit que c'est à propos de Yonhyo. Ils ont tous l'air inquiets, et Yonhyo se demande ce qu'il a fait. San continue, disant qu'ils pensent qu'ils doivent l'amener à son académie martiale. Yonhyo dit non. Et revenant au chien fou racontant l'histoire, il a dit que même Musan et Doju grincent des dents à la simple mention du nom de Yonhyo. Mais c'était le tout début de l'histoire de quand sa grande histoire a commencé en tant que quelqu'un qui se tenait au-dessus même des cieux et du royaume martial car il était complètement intouchable. Et personne n'aurait pu imaginer que ce garçon paresseux se serait transformé en quelqu'un d'aussi fort. De retour à Yonhyo, il dit qu'il veut se reposer un peu avant qu'il ne parte même s'ils viennent de quitter la maison. Yonhyo regarde sa famille et sa petite sœur, Suryan, qui pleure à chaudes larmes, lui disant de ne pas partir. Mais son père lui dit de revenir en homme, et sa mère lui dit juste de prendre soin de lui. Et il savait qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter, même s'ils étaient un peu tristes de le voir partir. Il leur dit de ne pas pleurer, car il reviendra. Suryan lui dit au revoir de la main tandis que Jangen rit, et son gars lui crie dessus pour avoir ri. Alors qu'ils partent, le voyage s'est plutôt bien passé. Au moins, c'était le cas seulement pour son eau, parce que Yeonho était mort de fatigue. Il lui demande s'ils sont presque arrivés, et Son-ho lui dit qu'il reste 10 jours. Yeonhyo demande s'il a bien entendu, et Son-ho dit qu'il serait arrivé dans 5 jours s'il savait faire du cheval. Yeonhyo dit qu'il lui a dit qu'il n'en avait jamais fait auparavant, et son frère dit qu'il ne le blâmait pas, il répondait juste à sa question. Yonjo dit qu'il devrait se reposer, et s'il sait à quel point la colline est raide, il est vraiment fatigué. Il a l'impression que son dos et ses fesses vont éclater. Il montre un arbre dans un champ, disant que ces gens se reposent aussi. Son-ho regarde mais se rend compte qu'ils ne font pas que dormir. Il descend de son cheval, et Yonjo demande ce qu'il fait. Son-ho s'approche d'eux et regarde en bas, voyant des mouches sur leurs cadavres, et Yonjo demande ce qu'il fait, mais Son-ho dit qu'ils sont arrivés trop tard, tous ces hommes sont morts. Yonjo commence à crier, et Sano lui dit de jeter un coup d'œil à ça alors qu'il enlève un de leurs vêtements, montrant une blessure de fleur sur la poitrine d'un homme. Il dit que ça s'appelle la paume de la fleur indulgente. Yonjo demande quel genre de nom c'est, et Son-ho dit qu'avant, ça s'appelait la paume de la fleur pourpre, mais à cause d'un violeur nommé Seoju Aka qui commettait des actes maléfiques en utilisant cette technique, c'est devenu la paume de la fleur indulgente. Yonjo demande s'il essaie de dire qu'il y a un violeur dans les parages. Son-ho dit qu'il s'en prend aux femmes qui escaladent les montagnes, et que ces corps signifient qu'il leur a tendu une embuscade en essayant d'attraper une femme. En d'autres termes, il y a une femme en danger quelque part dans les environs. Il s'élance du sol, disant à son frère de rester ici, et il s'envole comme s'il était Superman, et Yonhyo demande s'il est vraiment censé rester ici avec ses cadavres puants, mais son frère est bien trop loin. Yonhyo se rend compte qu'il ne sert à rien de crier et regarde dégoûté car il est coincé avec 2 chevaux qui puent aussi et de vrais cadavres en décomposition,
et il dit qu'il est foutu. Plus tard ce soir-là, il dit qu'il ne sait pas où est son frère parce qu'il met tellement de temps, et il aurait dû l'emmener avec lui. Il se demande si quelque chose s'est passé, mais il n'y a aucune chance que son frère soit aussi en retard autrement. Il commence à entendre le bruit d'animaux, et il dit qu'il doit faire quelque chose parce qu'il pourrait devenir le dîner d'un tigre s'il reste là comme ça. Puis la foudre frappe derrière lui faisant peur alors qu'il commence à avoir une très forte averse, trempant tout, et il lève les yeux en disant qu'il est vraiment foutu. On l'entend ensuite crier, et il se demande comment il en est arrivé là alors qu'il a mis les 2 cadavres sur des chevaux et qu'il les pousse en haut d'une colline, disant qu'il ne peut pas les laisser derrière car ils pourraient devenir de la nourriture pour tigres, et il ne peut pas les enterrer non plus car il pleut, et il doit trouver un abri maintenant. Alors qu'il pousse le cheval se fâche contre lui, et Yonio demande pourquoi il ne l'écoute pas. Avec la rivière rapide en contrebas, et eux étant au bord d'une falaise, stressant le cheval, la foudre frappe, lui faisant peur, le faisant donner un coup de pied à Yonio. Yonio crie et commence à tomber en arrière en bas de la colline, se cognant la tête, le dos, puis sa tête une fois de plus, atterrissant dans des buissons en bas. Il commence à gémir et à dire qu'il n'arrive pas à croire ce foutu cheval, mais quand il regarde autour de lui, il se rend compte qu'il est dans une grotte, et qu'il ne pleut pas. Il commence à crier, disant qu'il a enfin trouvé un abri, et les chevaux le suivent, transportant toujours les 2 hommes. Yonio les attache à un rocher, disant qu'il ne peut même pas les frapper, et que c'est pourquoi il préfère rester à la maison. Il a laissé une marque à l'extérieur de la grotte, alors j'espère que son frère pourra le trouver, mais il est un peu inquiet. Réalisant qu'il ne sait pas quoi faire, il décide de s'allonger et d'essayer de dormir, mais quand il le fait, il commence à penser à son frère, disant qu'il espère vraiment que rien ne s'est mal passé, mais dit que son frère est fort, et il est sûr qu'il ira bien. Alors qu'il commence à s'endormir, les chevaux mangent la corde et s'en vont, le laissant seul dans la grotte. Alors que le matin se lève, il se couche une fois de plus. Frère a littéralement dormi toute la journée. Mais alors une aura commence à l'envelopper au milieu de son sommeil alors qu'il commence à flotter au milieu de la grotte. Elle le soulève vers le plafond puis commence à le faire flotter plus profondément dans la grotte, toujours complètement endormi. Sa tête commence alors à traverser un rocher, et il disparaît comme s'il n'avait jamais été dans la grotte. Quand il revient à lui, il se demande ce qu'il regarde, car il y a une étrange aura verte qui flotte dans la pièce. Il dit que c'est bizarre, et ça ressemble à la grotte dans laquelle il était, et il se demande si peut-être il a roulé plus profondément dans son sommeil. Il entend alors une voix l'appeler humain destiné. Il commence à crier et tombe au sol, et lève les yeux surpris. Un orbe l'accueille alors dans le lieu destiné, l'appelant le successeur de leur épée rayonnante. Yonio demande si cette chose étincelante parle. L'orbe dit qu'ils ont transcendé les contraintes d'un être physique, et qu'ils parlent d'au-delà du temps et de l'espace. S'il accepte leur offre, il gouvernera le monde. Yonio commence à paniquer parce que c'est un fantôme, et ils lui disent de ne pas avoir peur. Ils sont déjà morts, seule leur volonté a été laissée derrière, et qu'ils ont préparé cela pour quelqu'un qui viendra après, ils devraient donc l'accepter sans doute. Yonio dit que cette situation lui semble familière. Une grotte sans présence humaine, et la volonté d'un vieil homme. Réalisant que c'est quelque chose qui est raconté dans tant d'histoires de Miram, il dit que c'est une rencontre fatidique, et commence à se réjouir. Il dit que les cieux le récompensent pour sa gentillesse. Il n'aura même pas à aller à la salle d'entraînement du maréchal s'il devient fort ici. Comme l'orbe lui dit qu'il n'y a pas de temps, ils doivent hériter de son épée et écrire les règles morales du monde. Ils enseigneront l'épée radieuse, et il pourra s'entraîner sans fin. Yonio continue d'acquiescer à tout ce qu'ils disent. L'orbe dit qu'il devrait être assez talentueux s'il a son sang, et s'il s'entraîne dur ici pendant 30 ans, il devrait être capable de reproduire sa technique plus ou moins. Yonio demande s'il a bien entendu, et si c'est vraiment 30 ans. Ils disent que oui. Ce n'est que 30. Yonio lui dit d'attendre, et il dit qu'il ne pense pas que cette merde soit pour lui, et qu'il devrait doubler la mise et la donner à la prochaine personne. L'orbe, silencieux pendant une seconde, se met alors à crier, demandant ce qu'il veut dire. Yonio dit qu'il préférerait laisser tomber ça plutôt que de rester ici pendant 30 ans. Le chien fou continue d'expliquer l'histoire, disant que cette rencontre est la façon dont le perdant Yonio est réellement devenu si fort. Il commence à s'enfuir de l'orbe, et l'orbe lui dit d'attendre. Yonio se retourne, et nous voyons un vieil homme prendre forme, disant d'attendre une seconde. Et puis son nom est Baek Maan, ce qui signifie aussi l'infini blanc. Yonio regarde Maan pendant une seconde et dit qu'il savait que c'était un escroc. Le vieil homme est surpris, demandant ce qu'il veut dire par là. Yonio dit qu'il a fait semblant d'être une chose, et quand cela n'a pas fonctionné, il a révélé sa vraie nature. Maan dit qu'il ne faisait pas semblant. Il est en fait un esprit qui a quitté son corps. Yonio demande s'il est vraiment censé croire ça avant de crier et de frapper directement à travers sa tête. Alors que nous voyons tout son bras commencer à le traverser, il tombe en avant à travers le vieil homme, qui demande ce qu'il fait. Yonio commence à paniquer car il est vraiment un fantôme. Maan dit qu'il n'est pas un fantôme. Ce sont les arts de la transmission de l'esprit, quelque chose que seuls les artistes martiaux à un niveau très élevé peuvent utiliser. Yonio dit qu'ils appellent les gens comme lui des fantômes,
et il dit qu'il n'en est pas un, et se met à crier. Retour au présent avec l'histoire racontée, le chien fou dit que c'est ainsi que Yonyo a rencontré son maître. L'historienne demande si quelque chose comme ça existe vraiment, et il dit que c'est une technique que seuls les artistes martiaux du plus haut niveau peuvent atteindre. Elle demande quel est l'artiste martial qui peut utiliser cette capacité, et il demande si elle connaît l'empereur épée. Elle dit que c'est une évidence, il est la personne la plus forte de l'histoire, et le plus grand du clan Bec aux 1000 épées, dont on se souviendra à jamais. Le chien fou dit exactement, il parle de Bec Mahan, l'épée radieuse. L'homme qui a été appelé plus tard empereur épée est le maître du souverain radieux. Elle est surprise, disant qu'il a vécu il y a 300 ans. Le chien fou dit que c'est vrai, et qu'il est issu d'une génération déjà oubliée. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'il a fait Yonyo. Elle dit que c'est incroyable, et si cela signifie que le maréchal souverain radieux a demandé à être son disciple juste après avoir entendu son nom. Il rit, disant que Yonyo était en fait le contraire. L'empereur épée, qui a compris qu'aucun de ses descendants ne l'avait cherché depuis 300 ans, avait besoin d'un disciple à tout prix et a supplié Yonyo de le faire. Yonyo demande pourquoi il pique une crise, car il n'est même pas du clan Baek, et il ne peut vraiment pas apprendre de lui, alors il va y aller. Mahan demande s'il pense qu'il le laisserait partir si facilement, alors qu'il étend ses mains en utilisant son aura pour fermer la grotte. Yonyo lève les yeux, confus. Mahan demande ce qu'il en pense, car c'est une porte de pierre super épaisse, et avec ses capacités actuelles, il ne pourra jamais la soulever ou la briser. Mais s'il apprend ses arts martiaux, il pourra la couper comme un morceau de papier et partir. Yonyo dit qu'il n'y a rien à faire, et commence à fouiller dans sa robe. Mahan dit qu'il ne pourra pas le couper avec ses capacités. Yonyo commence à tailler le trou, et le vieil homme est confus, lui demandant ce qu'il fait. Yonyo dit qu'il peut sûrement dire qu'il est en train de creuser un trou. Peu importe sa force, c'est toujours de la pierre, ce qui signifie qu'elle se brisera lentement s'il la broie avec du métal, et il percera dans 1 an ou 2. Mahan demande s'il a vraiment l'intention de faire ça pendant si longtemps. Yonyo dit que ce n'est rien alors qu'il essaie de le coincer ici pendant 30 ans. Mahan le traite de fou, disant qu'il ne peut même pas le battre à mort, et lui dit d'essayer d'apprendre, car il ne le décevra pas. Mais Yonyo dit qu'il ne l'aime pas. Mahan continue, disant qu'il lui permettra de partir après 20 ans. Yonjo dit que 20 ans, c'est trop long, et qu'il n'y penserait que s'il disait 3 ans. Mahan commence à se fâcher, disant que c'est une blague, et qu'il n'y a aucun moyen qu'il apprenne ça en 3 ans. Même si Zan's enfant revenait à la vie, il ne serait pas capable de faire ça. Yonjo dit qu'il suppose que cela signifie qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble, et se remet à creuser le mur, ce qui le rend furieux. Mahan dit 5 ans, ce qui fait arrêter Yonjo. Il dit que s'il lui donne 5 ans, il fera tout ce qu'il faut pour faire de lui le plus fort du monde en 5 ans. Comme c'est le rêve de Yonjo, il commence à y penser comme à une offre tentante. Yonjo dit qu'il n'a jamais entendu parler d'un esprit aussi vif que lui, et que peut-être la technique n'est tout simplement pas racontée de bouche à oreille. Et il pourrait dire la moitié de la vérité, et il pourrait en fait avoir été le plus fort du monde à un moment donné, et qu'il profitera de cette occasion puisque 5 ans, ce n'est pas si long, et il accepte, disant qu'il le fera. Continue, disant, bien sûr, Yonjo ne savait pas qu'il était l'empereur épée à l'époque. L'empereur épée est également assez malheureux, car la personne qu'il a rencontrée à la fin de sa vie n'était autre que Yonyo. Mahan lui dit de se réveiller, le traitant de bâtard. Et quand Yonyo se réveille, il se demande pourquoi il le réveille, disant qu'il est si fatigué, demandant s'il n'a pas besoin de dormir. Mais dit que c'est seulement parce qu'il est mort, et qu'il est un humain, et que les humains ont besoin de dormir. Mahan a retenu toute sa frustration et dit qu'ils peuvent commencer à s'entraîner maintenant. Après tout, le disciple qu'il avait finalement reçu à la fin de sa vie n'était rien d'autre qu'un bâtard paresseux. Yonyo demande s'il est vraiment censé s'entraîner dès qu'il se réveille. Il s'avère que tout ce qu'il ferait, c'est dormir toute la journée et pratiquer les mouvements une fois pendant l'entraînement. Mahan essaie de lui dire qu'il faudra 50 ans à ce rythme-là, pas 5. Yonyo demande s'il y a un moyen plus facile d'apprendre, et Mahan dit que c'est aussi facile que possible. Yonyo dit que s'il ne parlait pas au moins, ce serait moins ennuyeux, et que c'est pour cela qu'il a besoin de rencontrer un maître talentueux. Ces mots ont résonné dans la tête de Mahan, mais il a quand même retenu sa colère. Et s'il avait un corps réel, il aurait subi une déviation clé et se serait effondré de colère. Il dit qu'il ne peut pas croire qu'il ne voulait rien d'autre que le succès et transmettre ses arts martiaux, laissant son esprit dans cet état horrible, le forçant à endurer cette merde. Et s'il avait un corps, il aurait tabassé ce gamin pour lui donner une leçon. Yonyo commence à se rouler par terre et demande à Mahan comment il a fait ça. Mahan demande de quoi il parle. Yonyo dit en laissant tomber cette porte de pierre, disant qu'il ne peut pas utiliser ce pouvoir pour manipuler son corps afin de lui enseigner les arts martiaux. Il dit qu'il a juste tiré sur une ficelle sur un appareil qu'il avait déjà fabriqué à l'avance. Et Yonyo demande comment, puisqu'il n'a pas de corps. Et Mahan dit que ce n'est pas lié à ça. Il a simplement utilisé la lévitation psychique pour tirer la ficelle avec son ki. Il réalise alors ce dont parle Yonyo et commence à rire, se demandant pourquoi il n'y a pas pensé plus tôt. Yonyo se demande ce qui ne va pas chez lui et s'il est finalement devenu fou. Il dit qu'il était trop obsédé par l'idée qu'il n'a pas de corps.
Ou peut-être parce que ce sont des parties incomplètes, puisqu'il maintient cet esprit depuis 300 ans. Mais grâce à lui, il a appris quelque chose de bien. Yonio demande de quoi il parle, et quand il entend, il sent quelque chose frôler son visage et entend un bruit fort. Il se tourne, se demandant ce que c'était, alors qu'on voit une pierre incrustée dans le mur à côté de lui. Et Maan dit que grâce à lui, il a réalisé que même s'il n'a pas de corps, il peut toujours déplacer des rochers quand il le veut. Yonio, s'inquiétant, Maan dit que cela signifie que s'il peut déplacer les rochers, il peut faire des choses comme ça, alors qu'il commence à se préparer à lui tirer dessus. Yonio crie, disant d'attendre, et l'appelle vieil homme, mais se corrige, disant qu'il veut parler à son maître. Et ce jour-là, l'entraînement de Maan et Yonio a continué jour et nuit. Il a appris l'escrime sans repos pendant la journée, comme s'il essayait de se reposer, le vieil homme le forcerait à se lever, et ils ont débattu pendant la nuit. Chaque fois que Yonio dormait, il s'entraînait en utilisant le rêve inégalé, les arts mythiques que Maan lui avait enseignés, et pour lui, vivre est devenu vivre pour devenir une épée des arts rayonnants. Et il est en voie d'y parvenir, car on voit qu'il arrête réellement les rochers d'amour de son maître, et son maître avait l'air fier. Et c'est ainsi que 5 ans se sont écoulés en un éclair. Il est arrivé au point où Yonjo pouvait soulever la porte tout seul avec sa force pure. Et quand il est revenu, il a levé les yeux vers le ciel, et il était temps pour lui de montrer enfin au monde ce qu'il était devenu. Mais avant cela, on revient à une journée entière auparavant, et Yonio dormait sur le sol. Maan l'appelle, et Yonio en demande un peu plus. Maan l'appelle à nouveau, et Yonio dit qu'il n'allait dormir qu'un peu plus longtemps, demandant pourquoi il ne le croit pas. Mais ensuite, il est confus, car Maan est sous sa forme physique, lui disant de venir ici. Yonio demande ce qui se passe, et Maan dit qu'il a appris les arts martiaux toute sa vie, et son espoir était d'en voir la fin. Il ne s'est donc soucié de rien d'autre que des arts martiaux, et à la fin de les avoir uniquement poursuivis, il est devenu un vieil homme grincheux qui était traité avec distance par son clan. Yonio se demande ce qui lui arrive aujourd'hui, car ce n'est pas du tout son genre. Maan dit que quand il y pense, il était évident que son clan ne venait pas le chercher. Après tout, il a abandonné ses enfants et sa famille uniquement pour les arts martiaux. Il pensait que voir la fin des arts martiaux lui donnerait tout ce qu'il voulait, mais à la fin, il avait tort. La poursuite de ce rêve lui a seulement permis de réaliser ce qu'il voulait vraiment. Les arts martiaux sont ce que font les humains, donc ne pas marcher avec les gens pour voir la fin de l'escrime n'a pas de sens, et Yonio l'a aidé à s'en rendre compte. Il a enseigné à quelqu'un pour la première fois. Il était en colère et agacé, et il était vraiment frustré, mais il a aussi ressenti du bonheur et a appris la joie de le voir grandir, et il a aussi appris la tendresse. Yonio demande ce qui lui arrive, car il agit comme s'il ne se reverrait plus jamais. Maan dit qu'ils ne se reverront pas, car il est temps. Yonio est surpris, demandant s'il pense vraiment qu'il va tomber dans le panneau, car il a dit qu'il devrait s'entraîner pendant 30 ans, et ça ne fait que 5 ans. Il doit donc exister pendant encore 25 ans. Maan dit qu'il a dit ça, et Yonio demande alors quel est le problème. Le chi interne qu'il lui a donné sous la forme d'un élixir était pour qu'il puisse vivre sans manger ici. Ce n'est pas quelque chose d'aussi facile à maintenir qu'il le pense, et il n'a plus de pouvoir, il est donc temps pour lui de dire au revoir. Yonio demande pourquoi il ne lui a jamais dit. S'il l'avait fait, il serait parti, aurait trouvé de la nourriture et serait revenu s'entraîner. Maan dit qu'il est sûr qu'il serait revenu sur un ton sarcastique, et il comprend ce qu'il ressent. Il se lève ensuite, disant qu'il a apprécié le temps qu'ils ont partagé. Et il voulait le regarder voyager et visiter le monde, mais c'est bien aussi. Et il lui lance un regard très attachant dans les yeux. Il peut déjà voir Yonio sillonner le monde, le bouleversant. Il lui dit d'aller voir le monde et de le garder en lui, et d'autres choses suivront naturellement. Et qu'il devrait voir les gens avant de voir le monde. En regardant vers le haut, il n'a pas vu ce qu'il y avait à ses pieds, et il ne devrait pas faire les mêmes erreurs que lui. Et si personne d'autre ne connaît son existence, ses mouvements et son escrime, Nian sera en eux, car ils résident tous en Yonio. Il dit que même s'il n'est pas exceptionnel ou génial, cela lui convient. Yonio lui dit qu'il ne peut pas partir, car il y a tellement de choses qu'il n'a pas encore apprises, et ce n'est pas normal qu'il ne le fasse pas. Qu'il devrait attendre au moins un jour de plus. Maan disparaît dans une brume bleue, disant qu'il devrait juste être heureux à la fin. Yonio essaie de l'attraper, mais réalise qu'il est trop tard. Il reste là en silence pendant une seconde, et commence à pleurer à chaudes larmes, disant qu'il aurait pu lui dire plus tôt. Retour au présent. Yonio est énervé, disant que c'est pour ça qu'il est parti sans le prévenir à l'avance. Comme on le voit, il a ruiné les vêtements de Yonio en écrivant dessus. Yonio dit qu'il aurait dû partir gentiment, et il se demande pourquoi diable il ferait ça. Avant de disparaître, Maan a écrit un message sur les vêtements de Yonio. Pour résumer, les arts martiaux de Yonio qu'il a appris aussi vite que possible en 5 ans étaient encore incomplets. Comme il ne s'entraînerait pas une fois que Maan aurait disparu, il a mis une sorte de fonctionnalité sur le corps de Yonio. À savoir, que son élixir intérieur qu'il avait avalé améliorerait ses arts martiaux, et vous pourriez le considérer comme devenant automatiquement plus fort, mais ce n'est pas exactement ça. Si les arts martiaux que Yonio expérimente et obtient sont plus lents que la vitesse de l'élixir, son énergie intérieure serait aspirée par Maan,
et il exploserait et mourrait. Pour résumer, il mourra s'il est paresseux. Il savait que ce fichu vieil homme préparait quelque chose. Mao lui dit de voyager à travers le monde et de voir des choses. Quand il verra le monde, il apprendra à ressentir des choses. Quand il ressentira des choses, il apprendra des choses. Il ne devrait pas se contenter de devenir une petite personne ou de rester dans un petit endroit. Il doit voir de grandes choses et devenir une grande personne. Yonyo claque sa langue, disant que c'est un sacré type. Il continue, disant que le premier endroit où il doit aller est à Rulin et trouver le plus grand érudit du monde et rester avec lui, et qu'il ressentira certainement quelque chose après y être allé. Yonyo se demande juste pourquoi diable il lui fait littéralement traverser le monde entier. Il allait rentrer chez lui, mais il reviendra après avoir tout résolu, donc sa famille ne devrait pas s'inquiéter, et il est sûr que son frère va bien. Il regarde autour de lui, disant qu'il doit faire ce qu'il doit faire. Juste avant de partir, il s'incline devant la grotte où il a rencontré Mao. Il dit qu'il ne reviendra pas, donc il devrait juste en être conscient. Il n'arrive pas à croire qu'il l'ennuie jusqu'à la fin. Mais il se demande où diable est Rulin et comment y arriver. Dans la grotte, on voit la forme de Mao se reformer, et il se met à rire comme un démon absolu, disant que s'il n'apprend rien sur le monde, il se desséchera comme une momie et mourra. Il se demande quel genre d'arts martiaux existe dans le monde comme ça, et il ne peut pas le laisser vivre dans un endroit paumé au milieu de nulle part. Le monde est trop vaste pour le laisser faire ça, et c'est du gâchis pour ses arts martiaux, le traitant de bâtard. C'est là qu'il commence vraiment à s'éteindre, et il dit qu'il était heureux grâce à Yonyo, et qu'il espère lui aussi qu'il sera heureux. Yonyo sent le vent tourner, et repense à son maître une fois de plus. Et avec ça, le temps a passé, et il est maintenant à l'intérieur d'un endroit appelé Kefeng. Ses vêtements sont absolument dégoûtants, tout comme ses petits chiens. J'aimerais pouvoir les nettoyer avec ma langue. Yonyo est genre un cadavre, et demande si c'est Kefeng. On voit le gars à qui il parle, assis sur un tronc, se demandant qui il est, disant oui, et c'est le chef de branche de la secte des mendiants nommé Jungil. On dirait un peu le chien fou. Yeon il dit qu'il est venu parce qu'il avait quelque chose à demander. Jang demande s'il a de l'argent, et Yeon demande s'il doit vraiment payer. Jang dit, bien sûr, puisque rien n'est gratuit dans ce monde. Il regarde bien Yeon YO, disant que sa voix sonne comme s'il avait à peine 20 ans, mais son visage donne l'impression qu'il a bien plus de 50 ans, et il n'a jamais vu un tel mendiant parmi tous les mendiants qu'il a vus et on dirait plus un fantôme. Il veut le faire gratuitement car il semble qu'il soit dans la même secte, mais il y a toujours des règles ici. Yeon YO demande ce qu'il entend par la même secte, et Jang dit qu'il peut dire qu'ils le sont. Yeon YO demande comment diable il ressemble à un mendiant et commence à se frapper la poitrine, et Jang dit qu'il a évidemment gagné. Et s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas lui donner d'infos, donc il devrait partir, et il devrait revenir avec de l'argent après avoir mendié. Yeon YO demande pourquoi il ferait ça alors qu'il n'est pas mendiant. Jang il dit qu'il est tout à fait naturel qu'il aille mendier, et il a l'air de pouvoir gagner de l'argent juste en mettant un panier devant où il s'assoit, se demandant pourquoi il gaspille ses talents. Réalisant que c'est une bonne opportunité, il demande s'il aimerait travailler ensemble. On passe ensuite à Yeon YO, regardant un tas d'argent en dessous de lui, et Jang tremble et commence à paniquer, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a gagné 6 mois de frais de fonctionnement pour cette branche en une demi-journée, et que le dieu de la richesse est venu leur rendre visite. Jang il demande ce qu'il veut savoir, et Yeon YO veut une liste des lieux, des loisirs et des spécialités des érudits célèbres, et pour les forgerons. Il continue avec liste après liste, et Jang dit qu'il lui a promis, donc il peut lui dire, mais il devrait revenir dans 7 jours. Yeon YO dit qu'il n'a nulle part où aller, alors il va juste rester ici. Jang dit que ça lui va, et quelques jours plus tard, Jang il est venu à regretter ses mots. Un des membres de la secte lui a dit qu'il y avait des problèmes. Yeon YO demande quel problème il pourrait y avoir pour les mendiants, et le gars dit qu'il pense qu'ils vont tous mourir de faim. Jang demande de quoi il parle. Le gars dit à Jang de se dépêcher et de regarder ça, et il est absolument surpris. Alors que les marchands montrent du doigt, disant que s'ils sont des mendiants, ils doivent au moins être à ce niveau, car ils font pleuvoir de l'argent sur Yeon YO, disant que le pauvre bâtard a besoin de manger. Jang était juste surpris, car il s'est avéré que Yonjo a complètement pris le contrôle du monde des mendiants. Un peu plus tard, on voit Yonjo bâiller, disant qu'il a soif. Jang il dit aux hommes de lui apporter de l'eau, et Yonjo dit que le bol est sale. Jang commence à frapper le gars, disant qu'il doit apporter un nouveau bol, le traitant de stupide mendiant. C'est du tirami. Yeon YO se plaint aussi que l'eau est tiède, et Jang il leur dit d'aller chercher de l'eau froide dans les montagnes. Yeon YO est allongé là, disant que c'est vraiment agréable, mais Jang est énervé, disant qu'il est un chef de branche de la secte des mendiants, et devoir agir comme un serviteur pour ce stupide mendiant est exaspérant. Mais s'il le vire, ces gars vont mourir de faim, et il se demande quand les informations qu'il a demandées vont arriver. Il commence à masser le dos de Yeon, mais dit qu'ils vont tous finir par mourir à ce rythme. Des hommes commencent à crier, disant qu'ils ont enfin l'info, et Jang s'excite, disant enfin. Et il commence à creuser dans le dos de Yeon pour leur massage. Yeon lit les infos et demande si c'est vraiment tout. Jang il demande ce qu'il veut dire,
et Yeonyo demande s'il voulait vraiment lui vendre quelque chose comme ça. Jang il demande les infos et commence à les lire, et est juste confus, se demandant s'ils essaient vraiment de tous les tuer. Ce n'est que la moitié de ce qu'il a demandé, et c'est mauvais, donc il doit faire quelque chose. Yeon-Yo se demande si c'est parce qu'il n'a pas assez payé, mais Jang dit d'attendre avant qu'il n'agisse, et il commence à pousser Yeon-Yo dans la rue, disant qu'ils ne peuvent plus le laisser mendier, et il doit aller par là, car il va lui donner de nouvelles informations. Ils sont à l'intérieur d'un endroit chic, debout devant une femme qui dit qu'il est rare de le voir ici, l'appelant chien renard. C'est la chef de branche de la secte de la maison de Kaifeng, nommée Ginang Nang. Jang il la salue, et Yeon-Yo commence à demander ce qu'elle entend par chien renard, et demande si c'est vraiment son titre, disant qu'il est une petite salope. Jang s'énerve et va prendre la parole, mais à chaque fois qu'il le fait, Yeon-Yo l'appelle juste salope encore et encore. Nang Nang dit que c'est surprenant, et elle n'arrive pas à croire que le chef de branche de Kaifeng vienne à la secte de la maison pour des informations, et qu'elle est sûre qu'il est conscient qu'ils sont rivaux. Il dit qu'il ne demande pas pour la secte des mendiants. Il a amené un client ici, et Yeonyo n'arrête pas de l'appeler salope encore et encore. Elle demande s'il plaisante en ce moment ou non, et si ce n'est vraiment pas la secte des mendiants qui demande quand le client lui-même est un mendiant, et s'il essaie de l'insulter. Ou si c'est une blague, car ils n'ont pas d'informations à vendre aux mendiants. Yeonyo dit qu'il n'est pas de la secte des mendiants. Nang Nang dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de passer à l'action s'il continue à les insulter, et qu'il doit être conscient qu'ils ont de la fierté. Yeonyo se demande si elle n'a pas entendu, disant qu'il pensait que la secte de la maison était une organisation de renseignement, mais elle ne sait même pas s'il est de la secte des mendiants ou non. Et il n'arrive pas à croire qu'elle vit de la vente d'informations alors qu'elle ne sait même pas quelque chose d'aussi simple, alors que leurs bases sont si mauvaises. Elle s'énerve et se fait tapater, et appelle quelqu'un nommé Gongmyo. Ils disent oui, madame, et elle demande à Gongmyo qui est Yeonyo. Ils disent qu'ils ne savent rien de lui, mais il n'est définitivement pas de la secte des mendiants. Elle est frustrée, et Yeonyo dit qu'elle peut sûrement vendre des informations maintenant, mais elle dit non, et elle ne veut pas, et il peut sortir. Yeonyo rit, disant qu'elle n'a certainement pas un esprit d'entreprise car il lui propose de la payer, et pourtant elle refuse toujours, et il suppose que ce n'est pas long avant que la secte de la maison ne soit finie. Elle lui dit qu'il ferait mieux de surveiller sa bouche à moins qu'il ne veuille voir ses membres coupés. Il lui dit qu'il n'a pas tort, et il l'appelle vieille dame, ce qui la fait sortir de ses gonds. Elle demande s'il les insulte en ce moment, et il se demande pourquoi elle est si en colère. Elle appelle Gangmu, disant de donner une leçon à ce bâtard. Gangmu dit oui, madame, alors qu'il commence à se précipiter depuis le plafond, instantanément hors des escaliers vers Yeon-Yo. Alors qu'il commence à l'attaquer, Jang essaie de l'arrêter, disant non, mais Yeon il met sa main sur son visage, lui disant de bouger avant de claquer le type directement dans le sol comme Luffy l'a fait à Bellamy dans One Piece. Nang Nang est sans voix, et même Jang l'est. Yeon soupire, et il n'arrive pas à croire qu'il était un maître martial. Yeonyo s'excuse, disant que c'est juste son instinct de contre-attaquer si quelqu'un essaie de le frapper. Ça aurait été beaucoup plus facile s'il lui avait dit qu'il allait attaquer. Jang il dit qu'il pensait qu'il avait appris les arts martiaux, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort, et c'est pratiquement un monstre. Yeon-Yo dit que c'est la faute de ce vieil homme. Nang Nang, réalisant qu'elle a fait une erreur, dit qu'elle ne savait pas que c'était un client aussi prestigieux. Il se demande de quoi elle parle, car il lui dit depuis le début qu'il n'est pas de la secte des mendiants. Elle dit en tout cas et jette un coup d'œil vers Jang Il, disant qu'il ne semble pas être ici avec de bonnes intentions. Il dit qu'elle ne le croira probablement pas, mais qu'il n'est vraiment pas là pour se battre. Il y avait juste des informations que leur secte ne pouvait pas obtenir, alors il est venu ici pour demander de l'aide. Elle demande s'il est sérieux, et il répond oui, alors que Yonjo traîne le cadavre de Gonjia. Elle dit que c'est comme amener un tigre dans un clapier à lapin et demander de la fourrure. Elle dit qu'elle sait que c'est difficile à croire, mais qu'il faut être sérieux. Elle dit qu'elle va le croire, et il la remercie. Mais elle dit que lui donner des infos est une autre affaire. Il est vrai que son client a blessé sa personne, ils vont donc avoir besoin d'une compensation. Yeonyo demande de quoi elle parle, et elle dit qu'il y a une règle simple dans le monde non orthodoxe. 100%, une vie pour une vie. Elle convoque ses gardes appelés les 4 ombres, qui apparaissent littéralement de nulle part et commencent à farmer de l'aura. Yeonyo dit que tout le monde a une façon sophistiquée de faire son apparition ici, et elle dit qu'elle ne sait pas quel est son but en étant ici. Mais puisqu'il a blessé l'un d'entre eux, il ne pourra pas repartir indemne. Yeonyo demande si c'est vraiment si difficile à comprendre. C'était juste une erreur, et il l'a frappé légèrement parce qu'il avait essayé de le frapper en premier. Elle se met en colère, disant qu'elle n'arrive pas à croire que ce bâtard squelettique cause autant de problèmes. Elle continue avec ce discours non orthodoxe sur œil pour œil, dent pour dent, et Yonjo dit que ça ressemble à des conneries d'usurier. Jang il essaie de l'arrêter. Elle dit qu'elle va lui arracher un peu de chair du visage et en finir. Yonjo dit qu'il est désolé de lui casser son délire, mais qu'il n'a pas vraiment de graisse sur le visage puisqu'il n'a pas bien mangé récemment. Elle commence à devenir furieuse et dit à ses hommes de le tuer alors qu'ils sautent tous les 4 de l'endroit où elle se tient. Frère, remets ta langue en place.
Alors qu'il s'approche, Yonyo dit qu'il pensait qu'ils allaient juste tailler un peu de chair sur son visage, mais maintenant ils essaient de le tuer. Et en voyant ce type se lécher les lèvres, il dit que c'est un peu trop flippant pour lui. Il s'occupe instantanément des 4 sans même avoir à bouger, alors qu'il fait juste un pas en avant, les envoyant tous voler. Elle est absolument surprise au point qu'elle développe un deuxième tibia, et Yeon-Yo dit que personne ne devrait bouger, car il ne veut tuer personne aujourd'hui. Jang il a l'air surpris, mais Nang aussi. Elle dit que son aura est accablante. Yeon dit que son maître lui a dit que si quelqu'un est prêt à attaquer une fois, il sera prêt à attaquer 3 ou même 4 fois, il ne devrait donc jamais permettre que cela se produise. Bien qu'il n'aime pas ce vieil homme, il n'a jamais rien dit de mal. Nang réalise qu'elle a embêté la mauvaise personne, et ce n'est pas quelqu'un qu'elle peut gérer, et elle doit se ressaisir. Parce que si elle se trompe ici, toute la branche de la secte de la maison pourrait bien connaître sa chute. Elle lui demande ce qu'il veut, et il répond des informations. Elle dit oui, mais demande ce qu'il veut spécifiquement. Jang dit qu'il a les papiers, et il espère qu'elle pourra remplir les espaces vides. Elle commence à le lire, demandant s'ils ont vraiment amené un monstre comme lui à la secte de la maison juste parce qu'ils ne pouvaient pas résoudre une affaire aussi simple. Elle dit que ce n'est pas difficile, et elle a besoin de temps, lui demandant s'il peut attendre. Il dit oui, et elle dit qu'elle aura terminé dans environ 15 minutes. Quant à Jang il doit venir la voir maintenant. Il a peur, puis ça passe à Yeon-il qui rit en pointant vers l'avant. On voit Jang se faire tabasser, et Yeon-il dit que son visage ressemble à un dumpling, demandant s'il s'est vraiment fait défoncer comme ça. Jang il lui dit de se taire, et Yeon-Yo dit qu'il suppose que la secte des mendiants n'est rien, vu comment il se fait tabasser par la secte de la maison. Jang demande si cette femme ressemble à un simple membre de la secte, car elle est la fille du chef de la secte de la maison. Elle est une future chef de la secte, et elle a mangé des médicaments miracles comme des repas et a eu toutes sortes de bonnes choses. Alors comment pourrait-il être à la hauteur? Elle apparaît directement derrière lui, et elle lui dit qu'elle a apporté les informations. Il la remercie, et elle dit qu'ils ont aussi leurs propres règles, cependant. Yeon-Yo demande de quoi elle parle, et Jang lui dit que ce sont des frais d'information. Yeon-Yo comprend maintenant, demandant combien. Elle dit que c'est 5 NG, et Yeon-Yo dit que c'est bon marché, en lui tendant. Jang il lui dit que c'est de l'argent, cependant, et Yeon-Yo demande pourquoi diable c'est si cher. Elle dit que c'était une information de sécurité assez élevée, c'est pourquoi c'est cher. Yeon-Yo dit, oh, eh bien, et il commence à partir. Jang demande où il va, et Yeon-Yo demande où il pense, car il doit aller gagner ses 5 NG d'argent. Jang dit non, car il l'a amené ici pour une raison. Il demande ce qu'il est censé faire alors, et Jang il lui dit d'attendre une seconde, et il a utilisé tout l'argent que il avait gagné avec sa cachette cachée pour cracher les 5 nyang d'argent. Mais il n'en avait pas, il a emprunté avec une reconnaissance de dette. Son cœur lui fait mal, mais ils ont réussi à le rembourser. Jang il le traite de diable, disant qu'il a dû utiliser toutes ses économies cachées. Yeon-Yo dit que ce sont vraiment des informations complètes. C'est un tout autre niveau comparé aux informations que les mendiants apportent, et il suppose qu'ils sont vraiment à des niveaux différents. Il veut aussi envoyer une lettre au Guangdong, demandant si ce sera cher. Elle dit que ce sera plus cher qu'une agence d'escorte, mais elle le fera en échange de réponses à certaines de ses questions. Elle demande son nom, et il le lui dit. Elle demande son âge, et il lui dit qu'il a 17 ans. Jang n'arrive pas à croire qu'il soit plus jeune que lui. Nang dit que ses prouesses martiales ne sont certainement pas celles d'un jeune de 17 ans. Elle commence à répéter son nom sans cesse dans sa tête, puis s'en rend compte, lui demandant s'il est Yeon-Yo de Guangdong, le deuxième fils du clan Y. Yeon-Yo demande si elle le connaît, et elle dit que, bien sûr, le clan Y leur a demandé de le retrouver. Jang demande à Yeon-Yo s'il est le frère cadet de son eau. Yeon-Yo demande s'il connaît son frère, et il répond, bien sûr, car c'est son ami. Nang demande s'il va envoyer une lettre au clan Y, car cela prendra au moins 10 jours. Il dit que ça va. Ils ont attendu 5 ans, donc 10 jours de plus ne feront pas de mal. Elle lui tend un tissu, disant que cela le désignera comme un invité spécial de leur secte. S'il l'attache où il veut, un informateur de la secte viendra le trouver. Yeon-Yo demande si c'est gratuit, et elle dit non. Mais elle n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi talentueux qui peut vaincre les 4 épées à 17 ans existe, parce qu'il n'y a personne d'autre comme lui dans les plaines centrales. Donc, créer une connexion avec lui sera génial. Yeon-Yo dit que ça ne sert à rien s'il doit payer, et elle dit qu'elle lui donnera des informations gratuitement la prochaine fois. Il demande si c'est vraiment le cas, et elle dit que c'est spécialement pour lui, car elle ne veut pas le perdre comme client à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Yeon-Yo dit que rien ne s'est vraiment passé, cependant, et Jang il dit que son visage est comme un dumpling et qu'il est complètement fauché. Yeon-Yo dit que ça arrive souvent pour un perdant, et Jang il lui crie dessus. Alors qu'il quitte la secte, Jang dit que tout son argent est parti. Yeon il lui dit que l'argent va et vient, et d'ailleurs, un mendiant ne devrait pas être aussi avide, et il devrait puiser dans ses racines. Jang veut le frapper, mais c'est qu'il ne peut pas. Il demande s'il a toutes les informations qu'il voulait, disant que si c'est le cas,
ils ne devraient plus se voir. Yeon-Yo lui dit d'attendre car il y a un problème, et Jang demande quel est ce problème. Yeon-Yo dit qu'il n'a pas d'argent, et il a l'air super content. Jang cependant, est juste énervé qu'ils doivent s'occuper de lui plus longtemps, et crie « Merde ». On voit en haut de la secte de la maison, Nang regarde, et elle est en train de traiter beaucoup d'informations, et elle y pense vraiment. Elle appelle Gongmu, disant qu'ils doivent envoyer une lettre à la secte, leur disant que le deuxième fils du clan Y qui a disparu est maintenant revenu en tant que maître martial. On voit à l'intérieur du grand institut en lime, un homme est assis là tenant sa tasse de thé, et il dit qu'il fait vraiment beau aujourd'hui. Il est le troisième grand érudit nommé Moon, Yuin. Sa fille l'appelle, disant qu'il y a un invité pour lui. C'est sa fille nommée Moon, Eunji. Eunji dit qu'il n'a rien de prévu aujourd'hui, et Eunji dit qu'il voulait jouer une partie de Go avec lui. Eunji s'excite instantanément, demandant si elle le pense vraiment. Yoonji guide l'invité, et on voit que ce n'est autre que Yeon-Yo, et il dit qu'il espère ne pas déranger. Yo dit, bien sûr que non. C'est un plaisir d'avoir des invités, et il a entendu dire qu'il voulait jouer avec lui. Yeonjo dit que c'est le seul genre de choses qu'il sait faire. Yoon dit qu'ils vont essayer alors, et qu'il jouera les blancs pour qu'il puisse commencer en premier. Yeonjo dit qu'il va commencer, et il commence à sortir ses pièces. Yoon dit qu'il ne devrait pas attendre grand-chose de lui. Il a l'air d'être là pour avoir un repas gratuit, alors il va juste l'aider après une partie ou deux. Mais avec une confiance et une précision pure, Yeon-Yo sort la pièce et la claque exactement où il le souhaite sur le plateau. Yoon a l'air un peu surpris et dit qu'il suppose qu'il n'est pas un débutant, et c'est agréable à voir. Il continue. Puis Yoon dit qu'il est en fait assez rapide avec ses mouvements. C'est rare de voir quelqu'un de son âge aussi expérimenté. Il continue, et à chaque fois qu'il fait un mouvement, Yeon contre instantanément. Yeonyo a l'air plus méfiant au fil du temps, et il lève sa pièce en tremblant. Bro a les doigts d'enderrement. Il demande ce qui se passe ici, car il n'est pas seulement rapide, il est un démon de guerre. Yeonyo lui demande s'il va faire son mouvement ou non. Yuan regarde le plateau et dit que c'est absolument incroyable, et que s'il devait comparer le style de jeu de Yeonyo à quelque chose, ce serait comme celui des vagues océaniques en colère. Il est comme une personne folle de bataille, attaquant hardiment même lorsqu'un combat n'est pas nécessaire. S'il voit même une légère ouverture, il charge comme un démon affamé et mort. Il est très certainement l'incarnation d'un démon de guerre. Yoon dit que c'était une bonne partie, et qu'il a un style de jeu assez unique. Yeonjo le remercie, disant que c'est à cause de tout le harcèlement qu'il a subi de son maître. Yeonjo pose des questions sur son maître, et Yeonjo dit que c'était un vieil homme très strict. Si ce n'est pas trop demandé, il aimerait rester un peu car son maître lui a dit de rester dans la région pendant un certain temps. Yo dit qu'il doit suivre ses enseignements assez strictement et qu'il va bien sûr aider. Il va lui préparer une chambre, et il peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Il dit à sa fille Eunji de préparer la chambre et de le guider vers le bain ainsi que de lui donner des vêtements. Yeonjo l'avertit alors qu'il n'a pas d'argent. Yo Henry, disant qu'il ne s'attendrait pas à un paiement d'un invité comme lui. Il allait en fait lui demander de rester ici s'il ne l'avait pas demandé. En retour, il veut parfois jouer au Go avec lui ou un invité. Yeon-Yo dit qu'il peut certainement le faire, et Bose, le remerciant de sa courtoisie. Eunji dit de la suivre, et Yeonjo se dirige vers le bain et commence à se détendre, disant à quel point c'est agréable. Il détestait les bains quand il était plus jeune, peut-être parce que l'eau est agréable, mais il a l'impression que sa peau devient plus claire. Il dit qu'il va presque pleurer tellement c'est agréable, et c'est toute la faute de ce fichu vieil homme. À l'extérieur du bain, Eunji est clairement agacée, et elle dit qu'elle ne comprend pas du tout, se demandant pourquoi son père a accepté quelqu'un comme lui comme invité. Yeonyo sort du bain avec ses cheveux couvrant son visage, la faisant peur. Elle se met à crier, et il demande ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle pensait qu'il était un fantôme, lui disant de se couvrir. Il attrape la serviette, et on voit son cœur commencer à palpiter alors qu'elle regarde bien le visage de Yeonyo, voyant qu'il n'est pas ce qu'elle pensait qu'il était auparavant. Il lui demande si c'est assez bien comme ça, et elle laisse tomber les serviettes sous le choc, lui demandant qui diable il est. Quelques jours plus tard, on l'entend crier sur son père, lui disant de dire quelque chose à cette personne. Il demande qui, et elle dit le nouveau. Il ne quitte pas du tout sa chambre. Il dort toute la journée. S'il ne mange pas, tout ce qu'il fait, c'est dormir. Yoon sourit, disant qu'il a en fait oublié de demander son nom. Il dit qu'il a dit que la paresse est un péché, et qu'on devrait toujours s'occuper. Alors pourquoi ne dit-il rien sur le fait qu'il soit paresseux, car il est peut-être un invité, mais il est en train de gâcher l'atmosphère. Il dit à sa fille qu'il aime le Go, et on peut apprendre beaucoup de choses sur son adversaire quand on joue. Vous pouvez cacher vos expressions faciales et surveiller vos mots, mais vous ne pouvez pas vous cacher lorsque vous jouez au jeu. Une personne impatiente ne peut pas jouer patiemment, et ceux qui sont le contraire ne peuvent pas apprendre à apprécier la bataille. Il peut dire comment quelqu'un a vécu sa vie ainsi que sa personnalité lorsque vous jouez au Go avec lui. Son style de jeu est précipité et rude, mais il n'en a jamais vu un comme celui-ci. Il n'est certainement pas une personne paresseuse. Il suppose qu'il a vécu une vie très difficile. Si le soleil brille de mille feux, les ombres qu'il projette seront tout aussi sombres.
S'il est paresseux, c'est sûrement que sa vie jusqu'à présent a été dure. Il ne faut pas chasser un oiseau qui s'est réfugié sous un toit pour éviter la pluie. Elle ne devrait pas demander à l'oiseau pourquoi il ne vole pas sous la pluie, et juste le laisser se reposer. Elle soupire, disant d'accord, mais elle est en fait super agacée. Alors qu'elle est assise là, le voyant être le fainéant qu'il est, elle dit que son père est trompé. Il n'y a aucun moyen que ce paresseux soit comme son père l'a décrit, et elle va le faire virer. Elle se tient au-dessus de lui disant de se lever, et il se retourne en demandant pourquoi. Elle lui dit de se lever puisque le soleil est déjà levé. Il dit de lui faire savoir quand le soleil se couchera alors, et elle demande ce qui ne va pas chez lui. Tout le monde étudie ici, et il ne fait que dormir depuis une semaine entière. Il dit qu'ils étudient parce qu'ils veulent étudier. Il dort parce qu'il veut dormir, alors quel est le problème? Elle lui dit de se taire. Elle ne peut pas supporter de le regarder se rouler ici sans même prendre un bain, lui demandant si tout est en train de laver ses draps. Il doit au moins faire quelque chose pour payer la nourriture, et qu'ils ne le sachent peut-être pas, mais ils ne sont pas si riches. Ils peuvent nourrir les gens qui étudient, mais ils n'ont pas assez pour juste nourrir quelqu'un qui paraisse. Il lui dit que son père a dit que c'était d'accord, et elle dit que c'est elle qui s'occupe de l'argent. Elle a l'air très sérieuse à ce sujet. Il demande ce qu'il devrait faire alors, et elle lui dit de faire la lessive. Alors que nous voyons tous les vêtements sales empilés autour de lui, il demande si c'est tout, et elle dit que ce n'est pas grand-chose. Il se demande si cela couvrira sa nourriture, et elle dit que oui. Il dit qu'avec cette quantité de travail, il supposerait qu'il mette des paillettes d'or dans son riz, lui disant de s'assurer que c'est propre, et elle ne sera pas celle qui va le relaver si ce n'est pas le cas. Elle rit, disant qu'il mérite ça, et qu'il ne pourra certainement pas tout finir aujourd'hui. 2 heures plus tard, elle revient à l'extérieur et est complètement déconcertée, car chaque vêtement est maintenant complètement propre et mis à sécher. Elle demande comment diable il a fait ça, si tout a toujours été aussi blanc. Comment exactement il a réussi à faire ça? Elle dit qu'elle ne peut pas le laisser traîner à nouveau, et qu'elle va lui faire plus. Elle l'emmène ensuite à un tas de bûches qu'il est en train de couper, et il demande si elle pense vraiment à tout ça. Elle dit qu'elle lui donnera une semaine, demandant s'il peut le faire, disant qu'elle parie qu'il s'enfuira après une journée. Elle revient quelques heures plus tard, et tout est terminé, alors qu'il est allongé au sommet, et elle dit qu'il aurait fallu 10 jours aux gens pour le faire. La même chose s'est produite avec la vaisselle, même le jardinage. Elle demande comment diable il est si capable, et c'est ainsi que sa vie dans la région a commencé. Nous voyons le chien enragé dire que c'était une erreur de l'avoir accueilli. Je suis très certain que c'est Jungil. Il dit qu'il n'aurait jamais dû accueillir Yeon chez lui. L'historien demande pourquoi. Le chien enragé dit parce que ce type apporte le désastre partout où il va. Ce n'est peut-être pas intentionnel, mais partout où il va, les ennuis suivent. C'était la même chose avec cette région. Une salle d'érudits qui avait été si calme et paisible a été balayée par le chaos une fois qu'il est apparu. L'historien demande très curieusement ce qui s'est passé, et le chien enragé dit que tout a commencé avec une chose simple, et c'était le go. Nous voyons Yonyo soupirer, demandant comment il en est arrivé là, alors qu'il pensait que ce ne serait qu'occasionnel. Nous voyons des tonnes d'érudits arriver pour venir jeter un coup d'œil à son style de jeu. Yonyo dit qu'amener des gens ici pour jouer avec lui est de la triche. Ce n'est autre que la faute de Yuan, car il a écrit une lettre disant à tout le monde de venir voir ça, disant que son style de jeu est si unique. Nous voyons que Yonyo joue avec érudit après érudit. Les gens ont compris maintenant qu'un maître de Go s'est finalement manifesté. Yonjo soupire, demandant qui est le prochain. Nous voyons l'un des hommes qu'il combat, très confus par le mouvement de Yonjo, demandant pourquoi il ferait ça, parce que c'est fondamentalement un suicide. Il demande si c'est une erreur, disant qu'il n'y a aucun moyen, peut-être s'il était un simple civil, mais son adversaire est le génie invaincu de Hanlim. Alors il doit avoir une sorte de plan en tête, et ça doit être un piège qu'il doit éviter, et il est sûr qu'il complotait quelque chose. Alors qu'il voit Yeon Yo trembler, il comprend mal, disant qu'il est content de l'avoir évité. Yonyo cependant est juste énervé, demandant pourquoi diable il reculerait là alors qu'il lui donnait une ouverture gratuite. Il dit qu'il a fait ça pour qu'il puisse perdre, car il jouera au Go pour toujours s'il ne le fait pas. Il espérait vraiment qu'il tomberait dans le piège car il perdra en 10 coups, alors mordait à l'hameçon. L'érudit joint ses mains, disant qu'il perd, et Yonyo pleure, disant putain il veut juste partir déjà. Il retourne en traînant les pieds dans sa chambre, disant qu'il n'arrêtait pas de faire des mouvements suicidaires pour pouvoir perdre, mais ils n'ont jamais essayé de prendre ses pièces, et ils avaient juste peur. Il dit que ce raid va faire venir plus de gens pour jouer, et qu'il préférerait aller faire la lessive parce qu'il a mal au dos. Il entend Yoonji crier, disant qu'elle a déjà dit qu'elle ne voulait pas. Il tourne au coin, voyant un enfoiré absolument moche demandant si elle ne veut vraiment pas l'épouser. Son nom est Nok. Yoonji dit absolument pas. Mukpung dit qu'elle le regrettera, et elle dit qu'elle ne le regrettera pas. Mukpung dit qu'elle ferait mieux d'y réfléchir à nouveau, car il a toujours ce qu'il veut, et il ne lâchera jamais quelque chose qu'il veut, et il ne fait que proposer en ce moment. Mais si elle continue à refuser, ce ne sera plus une offre la prochaine fois. Demandant si c'est normal que le grand institut de sa famille s'effondre juste à cause d'elle, elle lui dit de faire comme il le souhaite,
car l'institut ne s'effondrera pas aussi facilement qu'il le pense. Il dit bien sûr, mais il peut faire en sorte que cela se produise, et elle le sait aussi très bien. Elle commence à se sentir frustrée et crie, disant qu'elle déteste ça chez lui, demandant s'il pense que tout va s'arranger en sa faveur juste parce qu'il le veut. Et elle lui dit qu'elle n'a pas l'intention de l'épouser, et que ce n'est pas possible. Et elle s'en va, disant au revoir. Il attrape son poignet, et nous voyons que c'est avec beaucoup trop de force, car ça commence à lui faire mal. Elle crie, lui disant de lâcher prise, et il dit qu'il est dans son intérêt de ne pas le mettre en colère, demandant si elle pense qu'elle peut agir avec autant d'audace, même s'il essaie de la prendre ici et maintenant. Elle commence à avoir peur, et Yeon-Yo dit que ce n'est pas quelque chose qu'il devrait dire chez quelqu'un d'autre. Elle se tourne, le voyant regarder Mokpung. Dans ce moment de distraction, elle se libère et court vers Yeon-Yo, demandant s'il a déjà fini de faire la lessive en bois de chauffage. Il dit qu'il a joué au go jusqu'à présent, demandant de quoi elle parle. Il voit ses mains trembler, disant qu'il veut emprunter ça. Il attrape le ruban de ses cheveux et commence à l'utiliser pour attacher les siens. Il regarde ensuite vers Mokpung, et Mokpung dit qu'il est impoli d'écouter les conversations des autres. Yeon-Jo dit qu'il ne connaît vraiment pas les bonnes manières. Cela étant dit, il ne pense pas que Mokpung devrait être celui qui lui dit ce qui est impoli ou non, et que les gens qui se soucient des manières n'agissent généralement pas comme lui. Mokpung dit qu'il doit être le génie de Han-Lim, et Yeon-Jo le remercie de l'avoir reconnu, en disant qu'il n'a aucune idée de qui est son gros cul. Il va le lui dire, et Yeon-Yo dit qu'en fait il s'en fiche, et ça l'énerve. Mokpung dit qu'il aurait dû envisager de jouer au go au lieu de se mettre en travers de son chemin, et Yeon-Yo dit que c'est dommage, car il est vraiment bon à ça. Tout comme en ce moment, Mokpung commence à devenir furieux, puis les gens commencent à voir Yeon-Yo, lui demandant s'ils peuvent jouer avec lui demain, et Yeon-Yo dit bien sûr. Mokpung claque sa langue, ennuyé, mais dit qu'il va prendre congé, mais dit à Yeon-Yo de ne pas oublier. Si elle ne court pas dans ses bras dans 3 jours, il va faire les choses à sa manière. Alors qu'il part, Yeon-Jo se demande juste quel est son problème, et lui demande de qui il s'agit. Elle dit qu'il s'appelle Mokpung, et qu'il est le fils adoptif de l'attaché du palais impérial qui détient beaucoup de pouvoir. Yeon-Yo lui demande ce qu'il lui disait, et elle dit qu'il veut l'épouser, et elle dit non à chaque fois, et c'est tellement ennuyeux. Yeon-Yo demande ce qui ne va pas chez lui, et il vient d'une bonne famille, et il est déterminé. Elle demande s'il veut mourir, et elle dit qu'il n'essaie pas de l'épouser parce qu'il l'aime. Il veut juste l'utiliser. Il ne le sait peut-être pas, mais son père a un très bon réseau ici. Les gens disent qu'il est aussi un candidat parfait pour être politicien, et la raison pour laquelle il vit ce type de style de vie, malgré tout cela, n'est pas seulement parce qu'il n'a aucun intérêt pour la fonction publique. Yeon-Yo dit que ça doit être à cause du go, et elle dit non. C'est parce que les eunuques du palais impérial se méfient beaucoup de son père. Yeon-Yo demande pourquoi ces mecs sans couilles se méfient autant de lui, car ce n'est qu'un institut. Elle dit que ce n'est pas tout. Le grand institut Han-Lim est différent des autres. Ils ne sont affiliés à aucune organisation, il a donc été difficile d'en arriver là. Mais grâce à cela, ils ont pu nouer de nombreuses relations profondes avec d'autres groupes. La raison pour laquelle les eunuques sont au pouvoir, bien qu'ils soient corrompus et inutiles, est que les forces de la région ne se sont pas unifiées pour les chasser. Cependant, si son père était capable de les contrôler, Yeon-Yo dit qu'il comprend, cela signifie que les eunuques seraient en danger. Elle dit exactement. C'est pourquoi le père de Mokpung cherche désespérément à empêcher son père d'entrer dans la fonction publique. Récemment, il a trouvé une nouvelle façon, une façon de ne pas avoir à craindre que la région ne s'unisse tout en établissant une relation étroite avec une figure puissante, et c'est qu'ils soient tous les deux contraints de se marier. Nous voyons Mokpung s'excuser auprès de son père, en disant qu'un individu appelé le génie de Han-Lim est apparu, et qu'il pourrait être difficile de continuer avec le plan. Son père demande pourquoi cela importe, car il n'est qu'un bon à rien inutile qui joue au go toute la journée. Son père est le chef des eunuques appelé Gi. Mokpung dit que ce n'est pas lui le problème, mais plutôt que des gens de toute la nation viennent jouer contre lui. Il y a trop d'yeux qui regardent, et ses actions sont limitées à cause de cela. Il pourrait donc être mauvais que vous essayiez de faire quelque chose et que vous ayez manqué tout cela. Gi dit qu'il voit pourquoi il hésite, et il s'excuse. Cependant, cette mission n'est pas seulement pour son bien. Mokpung réalise la gravité de la situation, et Gi dit que prendre le contrôle du palais impérial est une mission donnée par le seul et unique. Échouer à cette mission n'est pas une option pour eux deux, et qu'il a plus peur de le décevoir que de la mort, demandant à son fils s'il comprend. Mokpung dit qu'il est bien conscient, et Gi dit que parfois la violence est nécessaire. Mokpung demande si c'est sa permission, et Gi lui dit d'utiliser la foule à son avantage et de tous les tuer jusqu'au dernier, y compris le génie de Han-Lim. De retour à l'extérieur de l'institut, nous voyons un homme demander à Yoon s'il n'est toujours pas intéressé par un poste au gouvernement. Il s'agit de l'inspecteur en chef royal et du frère de l'empereur nommé Lee Wang-Yque. Yuan s'excuse, et Wang-Yque dit qu'il a besoin de lui pour voir qu'il doit être au centre pour maintenir l'équilibre afin d'arrêter Gi. Yuan ne dit rien, et Wang-Yque prend une profonde inspiration, disant qu'il a besoin qu'il voit cela et que leurs mouvements ont été très suspects ces derniers temps. Il y a de l'instabilité dans l'armée,
ainsi que chez ses fonctionnaires érudits, et Ji s'immisce dans toute leur tête. Mais quand même, Yuan a ses raisons, et Wang Y dit qu'il suppose qu'il veut demander pourquoi un homme qui ne peut même pas avoir d'enfant voudrait déclencher une révolution. Yuan dit oui, et Wang Y dit que c'est le moment où il devrait apprendre qu'il y a un autre maître que Guy. La terreur du combat politique entre les eunuques dépasse leur imagination. Guy a réussi à dépasser tous.